Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus avec le Clémy qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans. On regarde ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Alexandra Devillers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver aussi. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? L'année de seconde. On en parle dans un instant et puis c'est notre grand sujet du jour. La région Île-de-France déploie un portail en ligne pour faciliter l'accès aux manuels numériques. Elle teste également une approche zéro portable en salle de cours pour réduire les distractions. On en parle tout de suite avec notre invité Bernard Giry. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le CIO et directeur général adjoint du pôle transformation numérique à la région Île-de-France. On en parle ensemble dans un instant, juste après le focus. Mais d'abord, on regarde ensemble un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, qui nous est proposée, vous le savez, par notre partenaire, le Clémy. On regarde ça. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. Et elle resta à jamais une légende dans tout le royaume. Venez, ma chérie. Alors? Ça y est, elle dort comme un loir. Pitié, il veut pas aller se coucher, j'en peux plus. Plus il me regarde, moins il a sommeil. Et demain, il aura la tête en vrac et moi, la batterie à plat. Ils ont beau avoir des journées stressantes, à courir partout et à faire 1000 choses, une belle histoire, et hop, dodo instantané. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Je sais que vous pouvez lire des livres sur vos écrans. Mais je l'avoue, un livre en papier, ça fait moins mal aux yeux que moi. Et surtout avant d'aller se coucher. Et vous verrez que vous dormirez bien mieux. Chérie, tu veux bien me raconter ta journée au boulot? Bien sûr. Alors, ça a commencé avec une réunion stratégique et action synchronisée à adapter au BTP et solutions de post-crossing. Et ensuite, Michaud, le directeur du personnel que j'avais jamais vu jusqu'à... Et autre chose à présent, comment la région Île-de-France envisage-t-elle de transformer l'accès aux manuels numériques tout en favorisant un environnement d'apprentissage sans distraction, simplifier l'accès aux ressources pédagogiques et retirer les portables des salles de classe pour renforcer bien sûr la concentration des élèves? Voilà deux initiatives entre autres au cœur de notre émission du jour. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui donc à nos côtés pour en parler, Bernard Giry de la région Île-de-France. Alors Bernard, je le disais en introduction, votre région a mis en place un portail unique numérique pour les manuels numériques aussi. Ça s'adresse aux élèves et aux enseignants. En quoi ça consiste pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément encore ce portail et pourquoi c'était une priorité de la région en cette rentrée 2024? Alors, comme vous le savez, les régions s'occupent des lycées. Donc, cette plateforme concerne effectivement les 450 000 lycéens et les 45 000 enseignants des 470 lycées de la région Île-de-France. Donc, on voit que c'est quand même un volume relativement important. Ouais. Et c'est ce qui explique aussi qu'on voulait simplifier cet usage. La région a fait le choix, et sa présidente Valérie Pécresse, d'acheter les manuels scolaires à la place des familles. Puisque ce n'est pas une compétence de la région, en théorie, c'est aux parents d'acheter les manuels. Et depuis un certain temps, on a fait le choix de le faire. Au moment de la réforme du bac, en 2019, s'est posé la question, est-ce qu'on rachète des manuels papier, des manuels numériques? Et on a offert l'opportunité aux établissements de choisir manuel numérique, manuel papier. Et du coup, on se rend compte qu'au niveau manuel numérique, les élèves ou les enseignants peuvent avoir 6 ou 7 interfaces différentes. Soyez chez Hachette, Editis, enfin les différentes maisons d'édition, chacun a son interface. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué, on s'est rendu compte en termes d'usage, en termes d'études, avec différents portails. Et on s'est dit que finalement, dans cette volonté de renforcer l'usage de ces manuels, il fallait installer cette plateforme. Ça a pris un peu de temps, il y a eu des échanges, on est évidemment dans le cadre de marché public, donc des appels d'offres. Ouais. Et aujourd'hui, pour cette rentrée 2024, on arrive à ce portail
et on le lance là maintenant. Alors elle se base sur quelle plateforme justement Alors le gagnant de ce marché a été la société Pearl Trees, une start-up francilienne avec qui on travaillait déjà au moment du Covid. On avait lancé Pearl Trees pour les enseignants. Je dirais que c'était un peu sa première version, sa première brique. C'était le feuille, colle, ciseaux de l'enseignant. Parce que l'enseignant, quand il fait son cours, il ne prend jamais le manuel dans son intégralité. Il recrée, il prend des contenus, il va à côté, il va sur Internet et il a besoin de rassembler. Et en fait, finalement, Pearl Trees, dans sa première brique, offrait cette possibilité à l'enseignant d'agréger tous ces contenus de manière facile, ergonomique et de pouvoir les diffuser. Et c'est ce qui vous a plu dans ce qu'elle propose? C'est ce qui nous a plu parce qu'en fait, presque 2/3 des enseignants de la région Île-de-France se sont appropriés cette brique. Donc il y a déjà une connaissance et un usage intensif. Et on sait que c'est important, on a beau proposer une brique techno, il faut que les enseignants et les élèves se l'approprient. Et on avait déjà cette possibilité-là. Et derrière, on s'est dit, par rapport à cet investissement, puisque la région met quasiment 10 à 12 millions d'euros par an dans ses manuels chaque année, on voulait que ça soit pleinement utilisé, vraiment utilisé, et on avait quelques doutes. Doutes qui sont difficiles à objectiver, aussi avec des interfaces différentes, puisque nous n'avions aucune donnée d'usage. Les éditeurs de manuels scolaires expriment quant à eux des préoccupations concernant justement cette granularité des contenus sur Pearl Trees. Ils affirment notamment que ça pourrait nuire à la structuration pédagogique, je les cite, des manuels. Comment est-ce que vous répondez à ces préoccupations? Ce n'est pas forcément des critiques, mais des préoccupations. Oui, on les a pris en compte et on les a doublement pris en compte puisque on a travaillé avec les académies. Et donc on a un partenariat aujourd'hui entre la région Île-de-France et la région académique sur ces manuels, en tout cas les manuels libres, on y reviendra, mais qu'on a fait à côté des éditeurs, mais qui sont structurés de la même manière. Et donc derrière, on s'est quand même appuyé sur ces inspecteurs, sur ces enseignants, etc., pour produire ces manuels. Je pense qu'aujourd'hui, cette vision linéaire du manuel est plus totalement consommée. L'enseignant a besoin, et l'élève évidemment, de voir quel est le programme, mais dans sa construction des cours, il va trouver ce qu'on appelait là Pearl Trees des perles, ou des éléments de contenu qu'il va pouvoir partager, améliorer, compléter. Et on pense que ça correspond aujourd'hui à la façon dont une majorité des enseignants essayent de construire leurs cours. Et du coup, cette granularité et cette interface, cette ergonomie, sans parler dans le jargon du X-Design, etc., mais correspond à une attente. Ouais. Vous avez en face de vous une ancienne enseignante de l'Éducation nationale. Est-ce que vous aussi, vous comprenez quelque part cette crainte des enseignants qui disent, enfin des enseignants, des éditeurs en tout cas, qui disent que ça devient une banque de ressources pédagogiques qui n'enlève rien à la valeur de ces ressources, mais qui, au lieu de la linéarité d'un manuel scolaire que vous avez pu utiliser, vous, il y a quelques années, les choses sont un peu différentes. C'est cette transformation aussi, l'innovation dans l'éducation qui n'est pas toujours évidente à faire accepter? Oui, mais je pense que les éditeurs et les enseignants n'ont pas la même vision des choses et je me reconnais beaucoup dans ce que vous racontez. C'est de pouvoir, moi quand j'étais prof, j'allais puiser dans plein de manuels parce qu'il n'y a jamais un manuel qui répond à toutes nos envies en fait. Donc je trouve ça très intéressant. Ça veut dire, Bernard, qu'il n'y a plus du tout de manuel papier dans les établissements de la région Île-de-France? Pas encore. Ça veut dire que le choix qui a été fait en 2019, qui était d'offrir la possibilité d'acheter soit du papier, soit du numérique, a perduré. C'est-à-dire que, compte tenu de l'investissement d'un manuel, aujourd'hui c'est autour de 30 € environ, on ne peut pas changer chaque année entre papier et numérique. Donc on a fait perdurer jusque-là le choix du manuel papier, et ceux qui sont passés au numérique vont totalement bénéficier de ces manuels sous format éditeur aujourd'hui. Par contre, on s'est effectivement intéressé aux lycées qui étaient restés au papier, pour leur offrir ces fameux manuels libres, mais qui seront consultés sur la même plateforme Pearl Trees. D'accord. Tout ça se met donc en place. C'est déjà disponible pour les lycées des voies générales et technologiques, bientôt étendu à la voie professionnelle? Oui, je pense que tu as effectivement un gros travail pour les éditeurs de transformer. Alors certains étaient déjà familiers de la plateforme Pearl Trees et avaient déjà fait le travail, ou quasiment, et d'autres ne l'avaient pas fait. Il a fallu les embarquer, etc. Et on s'est dit que ça faisait peut-être beaucoup pour la rentrée 2024, de faire et la voie pro et la voie générale. Donc on a démarré par la voie générale et technologique, et on vise 2025 pour la transformation des manuels pro sur format Pearl Trees. Donc ça va arriver vite?
En fait, oui, il faut un peu de temps et donc finalement, ça va arriver assez vite. Bon, vous distribuez aussi des ordinateurs aux élèves, ordinateurs qui sont équipés de manuels scolaires numériques, là aussi. Comment ces outils ils sont configurés, ces ordinateurs, notamment pour optimiser l'apprentissage, parce que c'est le but que vous recherchez, tout en minimisant ce qu'on peut juger comme étant des distractions à l'apprentissage justement de chacun des enfants? En fait, c'est une stratégie globale. C'est vrai qu'on parle de l'outil de la plateforme Pearl Trees aujourd'hui, mais si on est allé sur cette plateforme, c'est parce qu'on a distribué des ordinateurs. Bien parce sûr. qu'être en ligne nécessite d'avoir l'infrastructure, l'équipement informatique. Donc aujourd'hui, tous les élèves ont un ordinateur. Et sur cette interface, la connexion à Pearl Trees, c'est des choses un peu basiques, mais je dirais le mail, les mots de passe, c'est le même pour toutes les applications fournies par la région, et donc bien évidemment la connexion à cette plateforme Pearl Trees, à l'ordinateur, etc. est la même pour tout le monde. Donc on essaye de simplifier, on a encore du travail, et on va encore y travailler, mais de simplifier l'usage. On sait que c'est compliqué pour un enseignant, le moindre problème technique devient un élément bloquant. Quand vous avez 30 élèves face de vous, il faut que ça tourne. C'est sûr. Et donc cette dimension industrielle, c'est ce qu'on recherche. On doit encore s'améliorer, on le sait, mais on investit pas mal sur le sujet. Ouais. Ça vient aussi avec de la formation, j'imagine, de chacun des enseignants au numérique? Énormément. Ouais. Alors à la fois les académies, en théorie, ont ce rôle de formation, et donc on travaille assez étroitement, comme je disais, avec les académies pour accompagner ça. On sait aussi que les partenaires avec qui on travaille, type Pearl Trees, a déjà formé, je crois, plus d'un tiers des enseignants intéressés. Il va continuer à le faire. Donc tout le mois de septembre, voire octobre, on a 2 ou 3 webinaires par jour pour les former à Pearl Trees, les accompagner, donc formation assez intensive. Je dis ça parce que beaucoup de startups de EdTech qui viennent nous voir, quand ils contractualisent avec la région, pensent que c'est fini. Et en fait, Qu'il ne se passe plus rien après. qu'il ne se passe plus rien. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent accompagner, soit en webinaire, soit aller sur le terrain, comme on le fait pour les ordinateurs aussi. Quand on a des difficultés, il y a des équipes d'UNWAI qui vont sur le terrain et qui accompagnent. Et on voit qu'on débloque les situations souvent. Quand il y a des irritants, il peut y avoir effectivement un vrai problème technique, mais il y a un problème de formation, d'usage. Et donc on met vraiment l'accent. Et puis derrière, effectivement, il y a ces accompagnements peut-être plus larges sur l'ensemble de l'écosystème, ordinateur, plateforme, etc. Et donc là, on essaye de former ce qu'on appelle, nous, les coordinateurs numériques. Qui sont dans les établissements scolaires? Qui sont les établissements, c'est un peu notre correspondant. D'accord. Qui bénéficie d'heures complémentaires de la part de la région. Et donc, on mise sur ces personnes pour la diffusion en interne, au quotidien, des bonnes pratiques, en essayant de les dégager de la technique et de les amener plutôt sur une bonne connaissance des outils qu'on installe. Bon, ce que je vous propose, Bernard, c'est de continuer à en parler dans un instant parce que c'est passionnant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui en plateau avec nous, Bernard Géry, la région Île-de-France. Bernard, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra de Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, avec vous aujourd'hui, on prend la route vers le lycée. Exactement, j'ai aujourd'hui rédigé une chronique pour les élèves de seconde qui rentrent au lycée parce que c'est une année capitale. Il y a plein de choses à savoir quand on démarre le lycée pour bien le réussir. L'année de seconde est le socle du parcours d'orientation du lycéen. Alors, premier sujet avec vous aujourd'hui, c'est en seconde qu'il faut choisir ses spécialités. Exactement, Philippine. C'est pendant l'année de seconde que les lycéens vont devoir choisir les 3 spécialités qu'ils suivront pendant l'année de première. Ils en garderont 2 en terminale. Alors c'est fondamental pour l'orientation évidemment, mais pas que, c'est aussi un énorme coefficient au bac. La spécialité qui sera abandonnée en première aura un coefficient 8 et les 2 autres, c'est-à-dire les 2 spécialités conservées en terminale, auront un coefficient 16. C'est en général au cours du 2e trimestre de l'année de seconde que les élèves commencent à faire des vœux de spécialité et ils seront confirmés au 3e trimestre de l'année de seconde. Alors justement, comment on fait pour choisir ses spécialités quand on est un élève et qu'on est en seconde? Alors il y a 3 critères à prendre en compte, évidemment. Tout d'abord, les préférences. Quelles sont mes appétences? Quelle matière j'aime le plus? C'est important puisqu'ils vont passer pas mal de temps à les étudier. Le deuxième critère, ce sont leurs aptitudes dans ces matières. Évidemment, il vaut mieux être bon dans ces spécialités au regard des coefficients. Oui. Et le troisième critère, c'est le choix d'orientation. Si on sait déjà ce qu'on veut faire, eh bien, assez vite, on sait quelle spécialité il faut choisir. Ça veut donc dire qu'il faut s'intéresser à son orientation très vite, dès la classe de seconde. Est-ce qu'il y a des... Pardon, je vous coupe. Oui, une petite chose que j'avais envie d'ajouter, c'est que l'année de première est devenue l'année la plus difficile du lycée. Comme son nom l'indique, les spécialités exigent des élèves qu'ils deviennent spécialistes. Il y a souvent une belle marche entre la seconde et la première maintenant. Alors justement, est-ce qu'il y a des ressources peut-être pour les y aider? Exactement, il y a un site que je trouve très intéressant qui s'appelle horizon21.fr. C'est un simulateur, on rentre les spécialités qu'on a a priori envie de choisir et on regarde les possibilités en termes de choix post-bac. Donc c'est intéressant pour les élèves, ça leur permet de voir, tiens, si je prends ces spécialités, qu'est-ce que ça me ferme comme voie? Ils ne le savent pas toujours. En fin de seconde, il y a aussi un stage. Exactement, ce stage de fin de seconde, il est fondamental pour l'orientation des jeunes. Donc c'est 2 semaines au mois de juin, en seconde, c'est obligatoire. Et ça me semble très intéressant de réfléchir à son orientation dès la classe de seconde pour faire des stages qui représentent quelque chose. Ça peut être une opportunité pour le lycéen, soit de valider son choix, il fait un stage, il adore, il se dit génial, c'est ça que je veux faire, soit d'invalider son choix. Et j'ai un petit exemple, j'ai accompagné une jeune fille qui voulait être soit notaire, soit travailler dans la com. Elle a fait un stage dans le notariat, très différent, vous avez raison Philippine. Elle a fait un stage dans le notariat, elle a fait un stage dans la com, elle a abandonné un des 2 et ça change un petit peu son parcours. Bon, je crois que vous avez un autre conseil aussi à donner aux élèves de seconde qui nous écoutent. Exactement, quand ils vont arriver en terminale et qu'ils vont remplir leur Parcoursup, il y a 4 rubriques activités dans Parcoursup que je leur conseille vraiment de remplir parce que ça peut faire la différence. La première, c'est les expériences d'encadrement et d'animation. Par exemple, ça peut être le babysitting, ça peut être l'aide aux devoirs, passer son BAFA, faire par exemple du soutien scolaire. Donc, il faut y réfléchir et s'investir avant, évidemment, l'année de terminale. Oui, c'est sûr. Il y a aussi l'engagement citoyen, soit dans le lycée, soit dans une association. Donc là aussi, on peut être délégué, on peut participer au CVL dans son lycée, on peut être au bureau des lycéens, et puis on peut s'investir dans une association. Alors j'ai envie de conseiller aux élèves une association dont vous avez parlé ici, Philippine, qui est Je veux aider.gouv, qui est absolument fabuleuse parce que il y a des missions qui sont proposées de court terme, de plus long terme, locales ou pas, et vraiment c'est très intéressant pour eux. 2 dernières rubriques, expérience professionnelle, et puis les activités artistiques et sportives. En général, ça pose pas de problème. Ce sont les 2 premières qui peuvent poser problème. Et il y a des lycéens de terminale qui s'en rendent compte en janvier, au moment de l'ouverture de Parcoursup. C'est trop tard pour s'investir dans quoi que ce soit. Donc, un petit conseil pour les secondes, anticiper tout ça. Je vous laisse le mot de la fin, Alexandra. Oui, tout à fait. Alors, l'orientation, vraiment, se construit aujourd'hui dès la classe de seconde. C'est un long processus. Il faut donc s'en préoccuper rapidement pour ne pas se retrouver complètement démuni quand on va faire la rencontre du grand méchant loup Parcoursup, qui est, je le rappelle,
rappelle mon meilleur ami, quand même. Évidemment. Merci beaucoup, Alexandra. Bernard, est-ce que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire quand vous étiez... Non, je crois que j'avais un peu un double cursus en tête, c'était agriculteur-ambassadeur. Donc là, pareil, je pense que c'était encore plus loin que journaliste. Bon, finalement, j'ai fini ailleurs, ni l'un ni l'autre. Comme quoi, peut-être qu'un stage vous a aidé, je ne sais pas. Vous voilà maintenant dans l'innovation. En tout cas, merci beaucoup, Alexandra. Avec plaisir. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue justement ces échanges avec vous, Bernard Giry, la région Île-de-France. Alors, il y a un autre sujet aussi qui anime la région depuis quelques temps, c'est l'expérimentation zéro portable en salle de cours. Ça a déjà commencé. Quels sont les retours et quel est le principe, l'objectif de cette expérimentation ? Alors, c'est la direction des lycées qui suit ça à la région Île-de-France. Ça a été annoncé au moment de la rentrée, donc ça va se mettre en place. Donc, il y a une sorte d'appel à candidature pour les lycées qui souhaiteraient s'inscrire dans cette démarche. Donc, une démarche très volontaire, aucune obligation. Ça part du terrain ou des lycées qui disent on a envie de s'inscrire. Et globalement, la région financera les casiers, les boîtes, enfin, ce qui serait la meilleure option retenue par le lycée pour enfermer, on va dire, ces lycées le temps du cours. Donc, globalement, une procédure assez souple sur du volontariat et où la région finance ce que les lycées voudraient mettre en place. Donc, il n'y a pas de critères spécifiques, il n'y a pas un matériel très spécifique. On sait qu'il y a plusieurs options sur ces sujets-là, mais on laisse la porte ouverte. Et donc, ça va être lancé. En tout cas, c'est lancé en tant que tel, les annonces, mais il n'y a pas eu de... L'expérimentation va se mettre en place. Est-ce qu'on sait quel type de casiers seront financés ? C'est des petits casiers dans lesquels on pose le téléphone et puis on vient les chercher derrière ? Comment ça se passe pour les élèves concrètement de manière quotidienne ? Sans doute qu'il y aura ce petit casier, mais peut-être qu'il y aura des plus gros casiers, il y aura d'autres options. Là aussi, pas de recommandation de la région. Il n'y a pas une liste de matériel où, en disant venez piocher ou venez acheter sur une centrale d'achat, comme on pourrait le trouver sur le matériel pédagogique ou autre chose. C'est vraiment... je pense que tout le monde est un peu en expérimentation. Il y en a déjà qui se sont produits, je dirais, indépendamment de l'aide financière. Et donc là, c'est laisser la main. On l'a fait un peu pour la sécurité dans les lycées de la même manière. C'était à l'initiative des conseils d'administration des lycées de dire est-ce qu'ils voulaient des caméras, pas de caméras, etc. On reproduit un peu la même méthode en se disant le proviseur et l'équipe enseignante est libre de définir ce dont elle a besoin. Donc vous trouvez que cette pause numérique qui a été demandée par la ministre de l'Éducation démissionnaire Nicole Belloubet, c'est plutôt une bonne initiative a priori ? Il semble que ça réponde à un besoin. Donc finalement la méthode expérimentale est sans doute la meilleure, de se dire testons un peu plus et voyons. Sans doute que peut-être que c'est important de bien dissocier parce qu'on a parlé d'ordinateur ou de téléphone. Oui. Je pense que l'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique pour le cours. Le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube, enfin YouTube si peut-être, mais pendant les cours. Donc, si ça peut aider à dissocier les usages du numérique, on va dire ludique ou d'amusement, qui sont plutôt de l'ordre en dehors du cours, et de la véritable révolution de l'usage du numérique pour accompagner les enseignants et améliorer l'enseignement, c'est peut-être intéressant, mais... À voir. Attendons la fin de l'expérimentation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Alexandra ? Vous qui avez été enseignante, qui avez des enfants aussi, donc j'imagine qu'ils vont peut-être, d'une manière ou d'une autre, être impactés par positif ou pas par cette... Voilà, ça me semble vraiment intéressant, effectivement, d'enlever les portables en classe, mais il faut quand même qu'il y ait un ordinateur. Enfin, moi, j'imagine plus aujourd'hui un cours sans aucun appareil numérique. Donc, retirer les téléphones, ok, mais du coup, il faut absolument l'ordinateur. Comment vous prévoyez d'ailleurs de mesurer l'impact de cette initiative sur les performances d'ailleurs, par exemple académiques ou sur la concentration des élèves ? J'imagine que c'est pas toujours évident tout ça. Non, je suis pas sûr que la grille, ou si le ministère a lui aussi déployé une grille d'analyse, je pense que c'est sans doute l'ambiance du lycée ou la qualité d'attention de la salle de classe qui sera peut-être mesurée. Donc je pense que sans doute... l'équipe enseignante autour du proviseur qui fera sans doute un retour pour se dire finalement est-ce que l'ambiance a changé ou pas ? Est-ce que c'est un faux débat ou pas ? Et en tout cas pour nous c'est un peu tôt. Les lycées pourront tester et on verra.
Selon vous, Bernard Jury, elle ressemble à quoi l'école de demain ? L'école de demain, sans doute que on en parlait, je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants, davantage confiance aux enseignants. On voit qu'il y a une difficulté, il y a une crise de recrutement, hein. Il manque un certain nombre de profs. C'est sans doute un métier qui est compliqué, qui est passionnant, mais qui est pas facile. Et donc je pense qu'il faut aider, pour moi il faut redonner confiance aux enseignants, il faut les aider. Et on peut les aider. Et je pense, puisque c'est un peu ma partie, se dire que la tech, la EdTech peut les aider à regagner du temps. Et encore plus en Ile-de-France, on court tous après le temps en Ile-de-France, mais sans doute ailleurs. Et de la qualité pédagogique. Et finalement, je pense que l'enseignant veut aider ses élèves à progresser. Et il faut retrouver une forme d'autonomie ou d'individualisation du parcours. Vous parliez de l'orientation, on voit bien que c'est un parcours personnel. Et comment l'enseignant peut faciliter ce parcours en étant au plus proche des compétences acquises ou des savoir-faire acquis. Et je pense que le numérique peut nous aider. On parle beaucoup de groupes de niveau physique, etc. Qui est plus du côté pédagogique. Qui est plus du pédagogique, mais finalement, aujourd'hui, on voit que si on parle de l'école du futur, que si on a un cours ou un exercice en ligne, on est capable de le corriger, de l'évaluer, donc ça va aider sans doute l'enseignant, mais on va pouvoir faire d'une certaine manière évaluer le niveau. On voit un certain nombre d'outils. Et donc finalement, on a en temps réel ou en permanence l'évaluation des compétences acquises, pas acquises. Et je pense que pour moi, c'est en tout cas une piste pour dépasser ce débat sur les groupes de niveau en revenant sur une individualisation des parcours des élèves. Notamment par le numérique. Par le numérique. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on reçoit très régulièrement ici sur ce plateau des startups du secteur EdTech. Vous l'avez évoqué, c'est un secteur dans lequel il est compliqué d'innover. Je ne reviens pas sur le débat, mais toutes nous disent on a besoin d'expérimenter nos solutions dans des établissements scolaires, y compris dans des lycées. Est-ce que vous permettez justement à ces entreprises de pouvoir tester leurs solutions avant peut-être qu'elles soient mises à disposition d'élèves et d'enseignants à l'échelle nationale ? On a un dispositif qui s'appelle Lycée Up et qui est exactement ça, où les startups nous disent voilà, on voudrait tester ces solutions. On a un comité qui réunit et les académies et la région, donc à chaque fois on fait ça en partenariat sur les questions pédagogiques. In fine, c'est la région qui finance. D'accord. Mais on a aujourd'hui 30 ou 40 startups qui sont dans un catalogue. Donc l'intérêt pour ces startups, c'est que c'est un catalogue identifié sur une plateforme de distribution identifiée. Ils peuvent venir du coup puiser et tester. Donc ce sont des solutions que vous avez testées, approuvées quelque part, qui ont été préapprouvées d'un point de vue RGPD, évidemment, valeur commerce, pas de publicité, où les prix restent raisonnables. C'est vrai qu'engager une expérimentation avec une start-up où les prix seraient, on va dire, non adaptés au marché des collectivités ou de l'éducation ne serait pas raisonnable. Et donc, du coup, on a ce premier... et ensuite, derrière, les lycées, les enseignants décident de le tester. Et donc, il peut y avoir sur une start-up 10 lycées qui la testent, d'autres 30. Et après, alors, beaucoup de startups rêveraient que la région achète cette solution pour tout le monde, tout le temps. Au final, il y en a quand même peu, parce qu'on n'a pas forcément les moyens et que ce n'est pas forcément cette vocation. Mais de toute façon, ils peuvent aujourd'hui choisir entre acheter un manuel scolaire ou une solution EdTech. En fait, dans ce montant que la région attribue à chaque lycée pour pouvoir acheter ces manuels, il y a aussi cette liberté de dire, au lieu d'acheter 9 manuels en seconde, j'en achète que 8. Et la 9e, c'est une solution EdTech. Et donc, on voit une progression aussi de l'acquisition de ces solutions. Voilà. Par la liberté pédagogique et numérique, du coup, que vous leur offrez. Et le dernier conseil, puisque si vous allez recevoir des EdTech, c'est de leur dire que même si la région les met sur cette plateforme ou si on passe un contrat avec eux, c'est que le début de l'aventure. Ben voilà, le message est passé. Il faut qu'ils accompagnent les enseignants dans leurs usages. Bien sûr. Venez tous voir Bernard Jury à la région de France. Merci beaucoup. En tout cas, Bernard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le CIO et directeur général adjoint du pôle transformation numérique à la région Île-de-France. Merci aussi à vous, Alexandra De Villers, d'avoir été parmi nous aujourd'hui au sein de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve dès demain, 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.